Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on va parler pole dance évidemment, mais on va parler motivation. On va parler de ces fameux moments où on ne progresse plus, ou du moins où on a l'impression de ne plus progresser et de stagner. On va parler d'un phénomène qu'on fait beaucoup et qui n'est pas toujours spécialement sain, c'est le fait de se comparer aux autres. Pour vous parler de tout ça aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Mallory. Bonjour Mallory et bienvenue sur Pole Thérapie. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous décrire un peu ton parcours et ce qui t'a amené dans la pole? Oui, donc du coup, moi c'est Mallory Waké, Mavalecha sur les réseaux. Je suis psychologue spécialisée en criminologie, en victimologie et en psychologie du sport et de la performance depuis quelques années. Et je suis aussi créatrice et gérante de Psyché Studio, donc 2 studios de pole dance qui sont à Rouen, en Normandie, en France, et qui ont aussi la particularité d'être mes cabinets de psychologie. Donc j'ai plusieurs casquettes. Tu as vraiment lié plusieurs casquettes, mais que tu as lié au final à ton studio, c'est Psyché. Psyché. On peut dire les deux. C'est au final où tu as lié le tout, quoi. C'est le point de rencontre de toutes tes casquettes, un peu. C'est ça. À la base, oui, j'étais juste psychologue. Je travaillais en pénitentiaire à l'époque. Et du coup, mon parcours par rapport à la pole dance, je ne sais même pas où j'ai découvert la pole. Je sais pas. J'ai l'impression que je l'ai toujours connue, cette discipline. Ok. J'ai pas eu de point de particulier d'ancrage, enfin, je sais pas. Et j'ai toujours dansé depuis que je suis petite. Toujours, ça m'a toujours fait du bien, ça a toujours été mon exutoire. Même si je prenais pas de cours parce qu'au niveau financier, j'habitais en pleine campagne, c'était très compliqué. Et arrivé un moment, il y a 5 ans, je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais tester et tout. Pourquoi les autres et pas moi, en fait, à peu près. Et c'était un moment où, même si j'étais psychologue, j'étais... Enfin, des fois, c'est les cordonniers qui sont les moins bien chaussés. Oui. J'avais pas beaucoup confiance en moi, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'avais encore des difficultés liées à mon histoire, etc. Et en fait, j'ai eu quand même quand j'y pense, j'ai eu quand même un moment où en fait, j'ai vu une vidéo de Stéphanie Antibes sur Instagram, Oui. qui est incroyable. Oui, je pense qu'elle en a inspiré plus d'une. Ah là 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 là, magnifique. J'ai un peu bavé en regardant la vidéo et je me suis dit, bon allez, ça y est, je m'inscris. Là, c'est bon, j'y vais. Et chose un peu exceptionnelle pour moi, un peu miraculeuse, c'est que dès que j'ai touché la barre, je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Ok. Plus jamais. Ça m'est plus jamais arrivé depuis 5 ans. C'était un coup de foudre immédiat. Vraiment, c'était bon, ok, c'est ça que je veux faire en fait toute ma vie. Et ça m'a fait tellement de bien psychologiquement que très vite je me suis, parce qu'à côté de ça, la psychologie est aussi ma passion. Je me suis dit mais waouh, il faut que je me renseigne. Il y a peut-être des articles qui existent, des mémoires de recherche, des petites choses sur ce sujet-là. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Mais le peu qu'il y avait, j'en ai fait des fiches de lecture. Et ces fiches de lecture, je me suis dit pourquoi pas les partager sur Insta. Peut-être que ça intéresse des gens. Et en fait, ça a intéressé quelques personnes. Et au fur et à mesure, j'ai des followers qui me demandaient toujours d'autres sujets et tout. Et je pense que c'est des sujets assez, dans lesquels beaucoup de filles se reconnaissent. Et par exemple, l'histoire de j'étais pas bien et puis j'ai commencé la pole, j'ai l'impression que c'est une histoire qui est commune à beaucoup de poleuses au final. On a toutes un peu trouvé dans la pole ce truc de confiance, de réappropriation du corps, etc. C'est ça, et qu'on s'explique pas tant que ça. Enfin, en tout cas, si. C'est pour ça que je disais que sur le moment, ça m'a paru miraculeux. Alors qu'en fait, il y a des choses qui expliquent. Mais comme la pole, il y a des choses qui font que la pole est particulière, mais au final, il y a plein de disciplines sportives qui font cette chose-là de redonner confiance en soi, etc. Mais oui, moi j'avais besoin en tout cas de documentation scientifique à ce moment-là, parce que mon cerveau il fonctionne comme ça. Donc j'avais besoin. Oui, et puis de par ta formation aussi. C'est ça, j'avais besoin de preuves, entre guillemets. Enfin, en tout cas, j'avais besoin d'aller plus loin. Et à la suite de ça, j'ai continué à évoluer dans la pole. Je me suis formée pour devenir professeure, ici en Belgique. Et donc je suis devenue prof. Et j'ai commencé dans ma pratique de prof à mettre beaucoup de psycho dedans, à mettre du coachisme, mais 2.0, on va dire, à pousser un peu les choses, de la même manière que je faisais avec mes patients en séance, quoi. Okay. Et c'est mes élèves et patients, du coup, pour certains, qui m'ont poussé, qui m'ont dit, mais il faut que tu ouvres ton truc, il faut que tu te lances. Et moi, je te dis, mais pas tout de suite, ça me fait peur, et ça va être compliqué. Et ils m'ont dit, ouais, mais nous, on te suit, en fait. Du coup, j'ai ouvert assez vite, et là, maintenant, ça fait 2 ans que Psyché est ouvert.
Félicitations en tout cas. Merci. C'est très chouette en tout cas et assez unique d'avoir lié les deux comme ça. Mais c'est un concept, quand j'ai ouvert, qui était encore unique en France. Et là, j'ai déjà eu des messages de personnes qui aimeraient monter des projets à peu près similaires. Et je trouve ça génial parce que c'est trop important de le faire, parce que ça dépoussière déjà la psychologie, Oui, un petit peu, parce qu'en fait, c'est de l'art-thérapie concrètement. Mais l'art-thérapie, c'est pas que le dessin. oui. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et même au niveau de la pôle, ça montre que, en fait, on peut faire plein de choses. À travers ce sport. C'est ça, il y a 1000 choses qu'on peut faire. Et je pense qu'on est au tout début en fait, de l'exploration de ce que Ouais. la pôle peut apporter. Quoi. Bon, on est au tout début de beaucoup de choses en pôle au final. C'est quand même assez nouveau, enfin relativement nouveau, mais Même si ça évolue beaucoup là, les dernières années. Ouais. Je trouve que ça a beaucoup évolué. Mais de toute façon, il y a beaucoup de studios qui ont ouvert, il y a beaucoup de compétitions qui ont ouvert, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quoi. Mais c'est bien, tant mieux. Oui. On va aborder le premier sujet de cette vidéo, qui est la motivation. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la motivation, d'où elle vient, et est-ce qu'elle est forcément liée à un objectif? La motivation, donc c'est quelque chose, c'est un concept qui est au final assez, qui est plus large que ce qu'on pense. Dans l'idée où il y a plusieurs types de motivation déjà. Enfin, il n'y a pas que le fait de j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Ça englobe tous les processus qu'il y a autour, donc tous les facteurs qui génèrent la motivation. Il peut y avoir des facteurs externes, on parle de motivation extrinsèque dans ce cadre-là. C'est du coup, je suis motivée parce que j'ai envie de gagner une compétition, j'ai envie de faire plaisir à mes proches, j'ai envie d'épater, d'impressionner les autres, j'ai envie, enfin voilà, il peut y avoir énormément de choses extérieures. Et les facteurs dits internes, donc la motivation intrinsèque, qui est je suis motivée parce que c'est une pratique qui me fait plaisir, j'ai envie de gagner en confiance en moi, j'ai envie de me dépasser personnellement pour moi et pas pour les autres. Enfin voilà, c'est un concept au final qui englobe, enfin en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui génèrent la motivation. Et dans notre pratique, mais comme dans beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en pôle, c'est quelque chose de très centré, très central, de garder la motivation. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont en tête, voire même trop, parce que Instagram, donc ça je pense qu'on va en parler de toute façon du problème notamment d'Instagram, on a l'impression qu'il faut toujours plus. Oui. Mais en fait la motivation, c'est fluctuant. C'est comme toute chose dans le psychisme, c'est en dents de scie, c'est normal. Et beaucoup de fois, on a beaucoup l'impression que justement, ça doit être soit linéaire, soit juste croissant. On est de plus en plus motivé, mais en fait... Ok. Et donc, on a vraiment donc, des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont mieux que d'autres? Est-ce que la motivation intrinsèque est plus forte? Est-ce que c'est mal d'avoir des facteurs de motivation extrinsèque très forts? Parce que là, du coup, je pense notamment principalement à Instagram, qui est d'office une source de motivation extrinsèque énorme, je crois, pour beaucoup. C'est s'acharner sur un combo pour le réussir, pour le poster, pour les retours. Je pense que ça prend une grosse part dans l'entraînement de pas mal de pôleuses. Est-ce que c'est mal cette motivation au final, puisqu'elle nous pousse quand même? Il n'y a rien de toute façon de mal, parce que je pense que c'est même impossible en fait que d'avoir que de la motivation intrinsèque. Que de la motivation extrinsèque, en fait, c'est interconnecté. Elles vont ensemble, ouais. Elles vont ensemble, c'est juste qu'il y a des personnes où ça va être peut-être 90% d'intrinsèque et 10% d'extrinsèque. Et ouais, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a souvent, très souvent, voilà, des deux, c'est normal. Et on sait aujourd'hui, justement parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, que la motivation intrinsèque est la plus efficace, en tout cas dans la durée. Sur le long terme, c'est la motivation intrinsèque. Okay. C'est la motivation qui permet le mieux de performer et de performer dans la durée. Parce que vu qu'elle est intériorisée, en fait, quand on est sur l'extrinsèque, par exemple, typiquement, j'ai envie de gagner une médaille. Si je ne la gagne pas, c'est un effondrement. Ouais. Si j'ai envie mon but, c'est de plaire aux autres et qu'en fait, mais c'est quelque chose qui est difficilement atteignable. Aussi, on va avoir les applaudissements à une compétition, mais en fait, c'est quelque chose qui, même ça, n'est pas assez fort. Oui. On va toujours vouloir plus, on va toujours... pareil pour les combos qu'on poste sur Instagram, on veut un certain nombre de likes. Dans la réalité, on est souvent déçu du nombre de vues, surtout avec l'algorithme Instagram et tout. En fait, c'est très compliqué de percer. Enfin, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre que l'intrinsèque, où quand notre seul but, c'est prendre du plaisir, c'est beaucoup plus atteignable. Oui.
Quand, pareil, c'est de se dépasser. Après, ça dépend des curseurs qu'on met derrière se dépasser. C'est aussi mettre des objectifs cohérents. Mais on peut plus facilement vraiment y trouver une motivation qui peut durer et s'installer dans le temps et être pérenne. Et comment on peut se connecter un peu et connaître sa motivation intrinsèque? J'ai l'impression que si on me demande pourquoi je fais de la pole, les premières réponses qui vont sortir, elles vont être un peu extrinsèques. Comment savoir ses motivations intrinsèques, c'est vraiment se reconnecter à soi. C'est quoi un peu les questions à se poser? C'est vraiment le pourquoi je le fais. Okay. Le pourquoi je le fais, mais pourquoi je le fais vraiment? Parce que, en fait, ce qu'on voit dans les personnes qui ont une motivation extrinsèque très forte en tant qu'adultes, c'est souvent des choses qui sont liées au passé, dont je pense notamment le système scolaire qui nous pousse pour les mauvaises raisons parfois à apprendre, pour avoir des bonnes notes, pour passer un examen, pour passer au niveau supérieur, pas pour apprendre vraiment, pas par le plaisir de connaître. Pour réussir et pas pour apprendre. Voilà, donc ça c'est une grosse difficulté. Après il y a quand même beaucoup de personnes qui aussi sont élevées par des parents qui, parce que c'est leur génération, que c'est pas parce que c'est de mauvais parents, mais parce qu'ils ont connu ça eux-mêmes, on pousse l'enfant à la réussite avant de se questionner vraiment sur est-ce qu'il a envie, quels sont ses buts à lui. Et c'est, non, il faut que tu aies des bonnes notes. Il y a même parfois des personnes qui connaissent l'impulsion des parents où tu vas réussir dans ce sport, tu dois réussir dans ce sport. Et en fait, ces personnes-là, ils ne se sont jamais questionnés sur finalement les facteurs intrinsèques. Parce qu'ils ont été élevés comme ça, ils ont été habitués à ça. Donc pourquoi avoir des bonnes notes? Pour faire plaisir à papa et maman? C'est extrinsèque. Et c'est pas juste parce que j'ai un projet de métier qui me plaît, puis j'aime bien étudier. Et ça laisse des traces adultes en fait. Donc il y a plein de personnes on est un peu dans ce schéma-là automatiquement. C'est ça, et moi je le vois avec les suivis que j'ai. D'où l'importance du coup de se reconnecter un peu à sa motivation intrinsèque et de pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'en sers de positif. Moi je le vois dans les suivis et même avec certaines de mes élèves où quand je leur pose la question justement de pourquoi tu le fais, ils me répondent quelque chose d'extrinsèque et je leur dis non mais profondément pourquoi pourquoi toi à ce moment-là si on enlève tout ce qu'il y a autour? Pourquoi tu es là? Je suis en train de faire l'exercice et du coup, maintenant je trouve, mais c'est vrai qu'a priori, les premières réponses que j'ai à sortir, je pense qu'elles sont extrinsèques. J'ai l'impression que c'est un peu les premiers trucs qu'on sort quand on demande pourquoi tu le fais. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, parler de soi, c'est difficile. Et là, dans ces moments-là, ça amène plein de choses. Et c'est souvent dans les moments justement, où j'ai des interactions comme ça avec mes patients ou mes élèves, il y a des bugs. Moi, j'appelle ça un bug. Et la personne, elle reste la personne a planté. Et là, elle réfléchit vraiment. Et moi, alors, c'est le moment où je me dis, j'ai tout gagné, c'est trop bien. C'est ce que je veux, c'est que ça se questionne profondément, où il y a un silence qui s'installe. Et c'est là que les personnes parfois sortent du show, s'ils sont en confiance, bien en confiance évidemment, des choses très profondes oui, alors, autant dans le positif que le négatif, de dire en fait, je ne sais même pas si je prends vraiment du plaisir. Et là, je trouve que c'est intéressant de voir, en fait, est-ce que c'est bien de le faire que pour des raisons extrinsèques, et s'il n'y a rien qui nous lie là-dedans. Si vraiment juste la chose, c'est parce que la mode, la pole, c'est à la mode, c'est stylé, j'ai envie d'impressionner tout le monde, si c'est que ça, la motivation va être difficile. Ça va être difficile, quoi. Et tu en parlais tantôt, tu disais la motivation elle est fluctuante, du coup les baisses de motivation elles sont normales, même quand on est passionné. Je pense du coup à moi ou même aux profs, pour qui du coup je pense les baisses de motivation parfois ça s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité un peu genre est-ce que c'est normal, je devrais pas être démotivée, est-ce que je peux le montrer, surtout quand tu es prof et que tu as des élèves du coup à encadrer et motiver. Du coup est-ce qu'elles sont normales ces fluctuations, et aussi du coup qu'est-ce qu'on fait pour se remotiver? C'est tout à fait normal, les baisses de motivation. C'est le cas dans tout. Moi, souvent, je parle de ma relation à la pole comme d'une histoire d'amour. C'était un coup de foudre, voilà. Et les histoires d'amour, en fait, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression. C'est fluctuant aussi, en fait. Il y a des fois où on a beau adorer, aimer son compagnon, sa compagne. En fait, il y a des fois où on a besoin de distance. On aimerait bien une petite pause, même si c'est l'affaire de quelques jours parce qu'on est un peu saoulé, et voilà. Mais c'est normal, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un d'incapable, que c'est pas bien, c'est normal. Il faut savoir accueillir ça, et je pense qu'une fois qu'on apprend justement à l'accueillir et à se dire, bon ok, je sais que c'est l'affaire de quelques jours, c'est vraiment l'affaire de quelques jours. Plus on se questionne là-dessus, plus on se dit, c'est pas normal, plus ça va durer. Parce que ça génère du stress, le cerveau il se défend contre le stress.
Donc il rejette l'origine du stress. Oui. Et l'origine du stress, si c'est la pôle, il va rejeter encore plus, quoi. La pôle, ouais. J'avais une autre question, mais tu as répondu. Tu vois, par exemple, pour moi, personnellement, la motivation, c'est mon principal indicateur. Et moi, je fonctionne très vite, je suis très blanc-noir, et si je ne suis pas motivée, c'est que je ne poursuis pas le bon but. Et, mais du coup, on en revient à la motivation intrinsèque et extrinsèque. En fait, cette baisse de motivation, au final, c'est juste un indicateur, et c'est l'occasion de se demander pourquoi on le fait, et soit de se reconnecter à sa motivation intrinsèque, soit en fait de se rendre compte qu'on le fait que pour des motivations extrinsèques, et que du coup, on peut en fait juste changer de sport, ou que c'est pas obligé de faire de la pole. Oui, c'est ça. C'est ça, puis franchement, dans la motivation, il y a l'aspect de discipline, on sait surtout qu'on prépare des compétitions, etc. Où, là, il y a la discipline qui peut prendre le relais. En mode, j'ai pas envie, mais je dois le faire en fait. C'est même plus un droit, c'est un devoir. Mais au niveau purement motivation, il y a la chose de se dire, ok, je fais une pause en fait. Enfin, là, vraiment, je fais une pause. Et si ça dure un peu, même de se dire, ok, je suis pas motivée. En plus, pour la pole, je trouve qu'on a quand même un sport qui est tellement pluriel. Il y a tellement de choses à faire avec la pole qu'on peut aussi dire, moi, je traverse ça en ce moment avec la pole sportive. Et j'en parle très facilement avec mes profs, avec mes élèves, ils sont tous au courant. J'en parle sur Instagram. Parce que je trouve que c'est important aussi d'en parler pour enlever le tabou, la honte et tout. C'est normal. Et du coup, j'explore la Corée. J'essaie de faire... je continue de pratiquer, mais je fais d'autres choses pour essayer de rechercher du plaisir. Et c'est ce que je fais, je suis trop contente parce que là, j'ai du plaisir dans la Corée. Ça m'éloigne un peu de mon truc de base. Mais en fait, est-ce que c'est grave? Oui. Mais ça soulève une autre question qu'on va aborder après, qui est le fait de plus progresser. Mais il y a peut-être quelque chose d'effrayant dans le fait de faire une pause. C'est de perdre ou de... Enfin, pas de plus progresser, mais du coup, là, de régresser, de perdre ce qu'on a acquis difficilement et tout ça. Il faut quand même être OK avec cette partie-là on va en parler après dans le fait de plus progresser, mais ça, il faut être OK avec ça. Enfin, en fait, il faut être aussi rationnel. Parce qu'il y a des personnes, ils pensent qu'en 2 jours, après, il y a la bigorexie qui rentre là-dedans, donc l'addiction au sport aussi, où on se dit en 2 jours, je vais tout perdre, c'est la mort. Alors qu'en fait, pas du tout. Le corps, il est quand même exceptionnel. Et parfois même une pause c'est conseillé, de toute façon, de faire une pause d'1 semaine à 10 jours par an, complète, pour tout sportif, même de haut niveau, pour recharger les batteries, etc. Donc, ça peut même faire progresser. Et en plus, il y a d'autres manières de progresser en pôle que de monter sur la pôle. Moi, il y a des élèves qui me disent voilà, je sens que j'ai besoin d'une pause, mais j'ai peur. Je leur dis ok, t'as pas un autre sport qui te branche là, qui te donnerait, qui te ferait plaisir? C'est vrai que j'aimerais bien essayer le crossfit. Formidable, ça va te muscler, ça va te faire gagner en dynamisme, en cardio, pareil en coordination, des choses comme ça. Ça te permettra, ça va aider pour la pôle aussi, ces choses-là. Donc il y a d'autres manières. C'est pas comme si on faisait rien du tout, on était léthargique, quoi. Ok, donc en fait, ces baisses de motivation, on peut les voir comme un indicateur, l'occasion de se recentrer sur soi et de voir pourquoi on le fait, et l'occasion d'aller tester d'autres choses et de revenir soit plus fort, soit passer à autre chose, et tant mieux quoi. Oui, c'est ça, je pense qu'il faut, en tout cas, enlever de son vocabulaire le truc de subir. Oui. Puis après, c'est parce qu'il faut être, ça c'est le propre du psy, un truc que je répète tout le temps dans mes publications, mais il faut apprendre aussi à être gentil envers soi-même, quoi. Prendre soin de soi et se dire... voilà, c'est de l'accueillir, pourquoi je ressens ça, et puis ok, on va l'accepter, et puis voilà quoi. On parle de motivation ici, j'ai l'impression que ces baisses de motivation et de remise en question, elles sont directement corrélées avec le fait de plus progresser, parce qu'on a rarement quelqu'un qui est comme ça en train de progresser, et qui au milieu de sa progression à la vitesse d'une fusée se dit oh stop, je suis plus motivé. Donc j'ai l'impression que c'est fortement corrélé au fait de plus progresser. On a tous ces plateaux, où on ne progresse plus, ou du moins où on a l'impression qu'on ne progresse plus. C'est quoi un peu les réflexes à avoir, les pensées à avoir dans ces moments-là? Déjà, tu l'as très bien dit, reconnaître que c'est une impression. Très souvent, c'est une impression. Parce que le problème de la pôle, au début, on progresse comme ça quand même beaucoup, je trouve. Oui. Après, ça dépend évidemment des personnes et leur rythme, mais il y a quand même... cette chose un peu exponentielle. Mais je pense dans tout domaine, quand on est débutant en quelque chose, la marge de progression est énorme. Mais vu qu'on part de rien. Et alors, on part de rien. On part de rien, on se dit, là on découvre tout, il y a forcément des choses. En fait, on s'en rend beaucoup plus compte de l'évolution à chaque cours. Oui. Et en fait, plus on évolue, plus ça devient compliqué, plus les figures à atteindre demandent plus de souplesse, de force, donc de travail, donc de temps. Et en pôle, il y a cette chose que moi, je lutte contre ça. C'est vraiment un truc qui m'agace un petit peu.
On réussit parce qu'il y a une figure de validée. Oui. Et c'est que ça. En fait, c'est de la surenchère permanente. Instagram amène un petit peu ça. Les cours aussi, je m'inclus dedans en tant que prof, hein, parce en cours, on propose des nouvelles figures, etc. Ouais. Donc, du coup, il y a cette idée-là de bah ouais, mais si j'arrive pas à passer la figure, c'est que bah, j'ai pas le niveau, c'est que je régresse. Pas vrai du tout, Ouais. c'est juste En fait, on s'identifie complètement au résultat. c'est ça. On est résultat dépendant, alors même qu'on oublie en fait juste qu'il y a d'autres résultats qui existent. C'est parce que nos objectifs sont fixés sur... Enfin, je le vois moi personnellement et puis avec tous mes élèves. C'est si elles viennent en cours et qu'elles ont réussi des figures, l'entraînement est considéré comme réussi, elles sortent contentes. Et si elles n'ont rien réussi du cours, elles ressortent hyper frustrées, en mode limite, je ne sais même pas si je vais continuer. Donc c'est ce que tu disais, on est hyper résultat dépendant parce que notre objectif, enfin parce que juste réussite est associée à réaliser des figures. Et par exemple, si je compare avec ce que je connais, moi avant j'étais gymnaste. Quand tu es gymnaste, dès le début, tu es sur des apprentissages hyper longs. Avant de faire un flic, un salto, c'est des mois, enfin des semaines et des mois de préparation. Et donc dès le début, en fait, on est très habitué à des trucs très répétitifs, à des prépas. Et donc c'est très inculqué dès le début que ça va être un long processus et que c'est de la répétition, etc. Qu'en pôle, on s'attend à réussir tout de suite. J'ai l'impression que c'est le fait qu'on voit une figure, enfin quand tu es en débutant, sur 10 semaines, tu vois à chaque cours des nouvelles figures, que souvent tu réussis en 3-4 essais. Est-ce que c'est pas ça qui induit un peu ce schéma de je réussis une figure, je valide, je passe à la suivante, et qui du coup, quand tu arrives à des figures où tu bloques un peu, c'est difficile. Je pense qu'on n'a que l'open V dans les premiers niveaux qui nécessite un apprentissage un peu plus, plus compliqué, oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est les deux figures sur lesquelles, parfois, en termes de motivation, en tant que prof, il faut donner beaucoup, il faut beaucoup éduquer pour que ça passe. Tout à fait. Alors qu'il y a d'autres sports où, en fait, c'est très inculqué dès le début que ça va prendre longtemps, que c'est normal. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, soit dans notre façon d'enseigner, soit d'autres façons d'envisager les cours ou d'autres façons de coacher qui un peu casserait ça, quoi. Et je pense qu'il y a déjà il y a un aspect éducatif que les professeurs doivent avoir envers les élèves. En tout cas, moi, je le fais beaucoup. Où quand les élèves, justement, dès le début, mais même les niveaux initiation, alors qu'ils réussissent des choses en plus. Ils me disent ouais mais je suis nulle, c'est pas gracieux, c'est pas machin. Et en fait, je suis obligée de leur dire moi souvent je compare au tennis parce que c'est un sport que je connais un peu. Et je leur dis mais quand on commence le tennis, on s'attend pas à faire un échange en 7 coups, en 16 coups au premier cours. On le sait en fait que ça va demander beaucoup de temps, qu'il y a plein de choses à connaître avant, mais à la pôle, on s'attend. Pourquoi on s'attend à faire un combo magnifique en 2 minutes? Et souvent, ils me disent ouais, mais ça paraît tellement facile. Quand on regarde les vidéos sur Instagram, etc., ça paraît tellement facile. Et moi, jamais je leur dis mais si vous saviez comment toute la difficulté réside dans le fait que ça paraisse facile quand vous regardez. Vous ne voyez pas les heures d'entraînement du tout qu'il y a derrière. On voit pas. Enfin, on a l'impression que la fille est super légère, elle est machin, la grasse et tout, mais c'est des choses qui mettent parfois des années à travailler. Ça prend un temps fou. Mais vu que ça paraît facile, le cerveau, et en fait, quand ils essaient, là, ils se disent mais en fait, ça l'est pas. Je dis non, ça l'est pas du tout. Déception. Ça l'est pas du tout. Je pense en fait, on pourrait changer. Je pense que les profs peuvent faire beaucoup là-dedans. On pourrait changer l'objectif des cours. Enfin, par exemple, donner des intentions à son entraînement. Par exemple, avoir des entraînements, c'est un peu ce que j'essaie de faire pour le moment, avoir des entraînements performance, où je me dis, ok, aujourd'hui, en fait, mon but, c'est de réussir tel combo. C'est ça. Et avoir des entraînements, soit où on travaille des plus grosses figures en voyant ça comme à chaque fois une petite marche vers ce que je veux atteindre. Et aussi parfois avoir, c'est moins vrai pour celles qui s'entraînent seules, mais par exemple pour les entraînements de groupe, une intention d'entraînement, ça pourrait être passer un bon moment, me détendre, ou en fait profiter des sensations. Et je pense qu'en mettant différentes intentions comme ça à son entraînement, à ses entraînements, ça pourrait être une solution pour un peu sortir de ce truc réussir raté, quoi. Oui. Et je pense à ça parce qu'une fois, j'avais donné cours à une femme qui était malvoyante. Et ça a vraiment déclenché des trucs chez moi parce que je me suis dit, pourquoi elle veut faire de la pole? Parce qu'elle ne va pas voir ce qu'elle fait. Et en fait, et là, je me suis dit, oh waouh, je fais de la pole parce que c'est beau à voir. Et du coup, avant de lui donner cours, je ne savais pas comment j'allais lui donner cours, donc je me suis bandé les yeux. Donc j'ai fait de la pole les yeux bandés pour pouvoir la guider au mieux, quoi. Et je me suis dit, en fait, c'est génial de faire de la pole pour les sensations. C'était trop chouette d'avoir la tête à l'envers et de tourner. C'était trop chouette de ne pas voir la barre, de la sentir et tout. Genre, les sensations sont complètement différentes. Mais sans expliquer ça, si je dis à mes élèves, aujourd'hui, on va faire de la pole pour les sensations, tu vois, ça passe difficilement. Mais je pense qu'en donnant des intentions différentes à ces entraînements,
parfois performance, parfois sensation, parfois il y a différentes façons d'explorer la pole. Oui. Tu vois, si je fais ces expériences, je ne sais pas si je peux dire sensorielles, avec des élèves, je pense qu'il n'y en a aucune qui peut sortir de l'entraînement en disant j'ai réussi ou j'ai raté, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, et puis il y a aussi ce que je vois beaucoup avec mes élèves les plus avancés. Oui, au fur et à mesure, il y a des cours où je ne mets pas de nouvelles figures. Je mets même parfois des figures débutantes. Mais par contre, vous allez me faire un combo d'une fluidité magnifique, vous allez me faire des belles montées, on va travailler là-dessus, parce que vous allez voir que régulièrement, ça va vous frustrer aussi de voir des vidéos où, ok, vous allez faire un Janeiro magnifique. Par contre, toutes les entrées sont pas belles. Du coup, sur Instagram, vous allez mettre juste... non, on va couper. On coupe la fin, on coupe le début. Alors qu'en fait, c'est beau quand c'est aussi fluide dans la globalité. Et j'avais justement vu une story d'une gérante de studio qui parlait de ça, je trouvais ça intéressant, où elle disait... d'une manière très bien dite, mais en gros c'était j'en ai marre de voir des compètes où les filles elles font des trucs incroyables, mais les montées sont dégueulasses. Ouais. Et en fait, les filles, des fois qui n'y arrivent pas, je leur dis bah ouais, mais là tu te rends pas compte comment. Et qui me disent justement, mais je suis nulle, je régresse, je suis nulle. Je dis mais tu te rends pas compte comment t'es montée. Là, elles sont beaucoup plus belles. Tu m'as fait un layout magnifique, là où avant il était pas incroyable. Enfin voilà, des figures toutes bêtes, mais qui maintenant sont trop belles. Et des fois, on se rend pas compte de ça. Et je trouve qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que les figures avancées, inter, qui sont... voilà, il y a aussi tout l'avant, toute la fluidité, toute la facilité. Il y a des filles qui étaient fatiguées des fois en 20 minutes. Maintenant, je vois qu'elles tiennent 1 heure de cours et qu'elles en redemandent. Je me dis, voilà, là-dessus, vous avez progressé, vous êtes beaucoup plus endurante. Mais ce discours-là de je suis nulle, etc., il vient d'une part, tu me dis si je me trompe pas, mais du fait qu'on est toujours en recherche de performance, c'est toujours dans ce schéma de performance, mais il vient aussi d'un gros phénomène qui fait qu'on se compare tout le temps aux autres. Parce qu'en fait, si on était toute seule dans la pièce et qu'on ne connaissait pas la pole, on ne serait pas nul, puisque c'est juste notre propre chemin et on ne verrait pas le reste. Du coup, c'est aussi toujours parce qu'il y a une comparaison. Elle vient d'où ce besoin, parce que ce n'est pas propre à la pole. Enfin, si je prends mon cas, par exemple, c'est dans tous les aspects de ma vie où j'ai tendance à me comparer pour me situer, parfois pour m'évaluer. Il vient d'où ce besoin de comparaison comme ça qu'on a, j'ai envie de dire, automatiquement? C'est un peu déjà ce que je disais tout à l'heure, de l'éducation. Ça joue. Tu parles de l'école ou de l'éducation, genre des parents, etc. Ça peut être les deux, ça dépend. Mais il y a des parents qui sont un peu dans la comparaison. Mais c'est le fameux, la chose qu'on a tous un peu connue, je pense quand même, de quand nous on a une note qui n'est pas incroyable, mais qu'on dit ouais, mais les autres c'était nul. Ah, mais je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres. Mais par contre, quand dans l'autre sens, les parents ils ont quand même tendance à comparer un peu. D'autres fois, et il y a des parents qui sont beaucoup dans la comparaison, et moi je le vois dans mon travail de psy, le nombre de personnes qui se plaignent de ça, même s'ils aiment leurs parents et tout, mais de dire en fait c'était dur d'être tout le temps, et qu'ils étaient très exigeants, ils m'ont beaucoup demandé parce qu'ils voulaient que je sois la meilleure en fait. Et on reste dans cette mentalité-là du coup en vieillissant. Il y a des sports qui sont beaucoup comme ça, il y a des coachs qui sont beaucoup comme ça, notamment, je n'ai pas pratiqué, mais je sais que j'ai beaucoup entendu que la gym c'était un peu comme ça. Dans la danse, il y a beaucoup de sports, on pousse, des études supérieures à la médecine, etc. On pousse là-dedans à être tout le temps au-dessus, tout le temps au-dessus, tout le temps au-dessus, meilleur, et on compare spontanément. Dans la société, on est poussé à la comparaison tout le temps. Donc ça devient en fait normal. Notre cerveau, il fonctionne normal. Donc c'est normal de se comparer aux autres. C'est normal. Après, à quel moment ça devient malsain? Quand ça impacte tout et que ça nous bloque dans tout. En fait, d'abord, ma question, est-ce que ça peut être sain de se comparer aux autres? Ça peut être sain. Ok. Ça peut être sain. Après, moi, dans ce cadre-là, je parle plus de comparaison, mais plutôt d'admiration. Mais d'être... En fait, dans la comparaison, il y a quelque chose de très émotionnel qui peut arriver. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est de rester quand même vachement rationnel là-dedans. C'est d'amener est-ce que vraiment la personne a des meilleures compétences que moi? Oui, elle en a, ok. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins bien en général? Parce qu'il y en a, c'est ça, ils se disent « Oh là, mais elle est extrêmement forte, moi je suis moins que rien ». Mais c'est limite, ça englobe toute leur vie. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est juste, effectivement, elle a plus de compétences. Mais qu'est-ce que je peux en faire de cette information? C'est regarder comment elle s'entraîne, parce que du coup, je peux apprendre beaucoup de choses. Moi, je conseille, parce que j'ai beaucoup d'élèves, surtout les débutants. L'été, au studio, on fait que des cours à thème. Et donc, il y a beaucoup de cours tout niveau. Et pour les débutants, c'est la panique. Et ils me disent, ouais, mais ça veut dire qu'il y aura des inters et des avancées. Comment je vais faire, quoi? Ça va être très, très dur pour moi. Donc déjà, je leur dis, bon, merci de me le confier, on va en discuter, on va voir un peu ce qu'on peut faire. C'est quoi le problème? Et c'est, je vais me comparer, j'ai peur d'être nulle et tout, j'ai peur qu'elle se moque de moi. Alors qu'en plus, comme justement là, il y a une différence de niveau,
elle est tout à fait normale. Tout à fait. Donc ça devrait être encore moins fort que, Et même que comme des ça, filles c'est dur. du même niveau, quoi. Même ça, c'est dur. Et quand c'est comme ça, je leur dis, mais dans ces cas-là, communiquer. J'ai pas un studio énorme, elles peuvent facilement parler entre elles, et souvent elles parlent entre elles, les filles. Je dis, mais ok, demande-lui depuis combien de temps elle en fait. Demande-lui à quelle fréquence elle s'entraîne. Demande-lui si elle a des antécédents sportifs. Oui, c'est ça. En fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent Bien influencer sûr. un entraînement, genre le sommeil, l'alimentation, le stress, Il y a l'hygiène trop de de vie, le choses. passé sportif. Et du coup, c'est vrai que les élèves ont tendance à, sur 1 heure de cours, évaluer leurs compétences sur 1 heure de cours par rapport à quelqu'un d'autre, alors qu'il y a tous ces facteurs qui influencent un entraînement Mais c'est ça. et qu'elles ne connaissent pas, quoi. Puis des fois, elles se disent, enfin, elles se mettent dans la tête plus ou moins consciemment, parce que voilà, mais parce que c'est pas rationnel, donc je pense qu'il y a quand même un peu d'inconscience là-dedans. Mais elles partent du principe que la personne a commencé en même temps qu'elle, en fait. Ouais. Et du coup, non. Et des fois, je leur dis, quand je vois qu'il y a un petit malaise, je dis, mais là, la fille que tu es en train de regarder et de baver en disant, ouais, elle est mieux. Mais ça fait 2 ans qu'elle prend cours. Toi, ça fait 3 mois. Ouais. Elle était comme toi au début, en fait. Et si tu parles avec elle, tu verras qu'elle te dira la même chose. En mode, c'est déjà bien ce que tu fais. Moi, j'étais en galère sur ça au début. Ouais. Mais tu parlais d'admiration tantôt, et c'est vrai que moi, par exemple, si j'explique une de mes difficultés ou que je raconte mes débuts, on me dit oh waouh, toi aussi tu avais du mal à monter au début, ou oh waouh, toi aussi tu as fait ça. Et en fait, je suis passée comme toutes les débutantes, mais c'est vrai que dès que tu vois quelqu'un avec un niveau plus élevé, tu as l'impression qu'il a toujours été mieux que toi et que, ouais, voilà, que c'est inné. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et moi, je sais que c'est quelque chose, on en parle vraiment très librement avec mes élèves, quoi. Je même partagé des images de mes premiers cours il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je leur dis que moi, le V, je ne l'ai pas eu comme ça. Hein. Il m'a fallu, j'ai galéré, j'ai travaillé, il m'a fait plusieurs mois pour l'avoir. Alors même en plus qu'on me faisait des réflexions comme quoi, normalement, j'aurais dû l'avoir du premier coup parce que j'étais fine. Des bêtises qu'on peut entendre des fois. Et ça les rassure. Et pareil, ils me disent, ah mais bon, on ne penserait pas. Je dis, mais vous, mais c'est pareil, quand vous l'aurez, ça paraîtra facile et les autres diront ça de vous. Et pour ça, je conseille souvent aux élèves de garder des images de leur premier cours. Oui, pour voir l'évolution. Pour voir l'évolution, parce qu'on oublie en fait aussi. Se souvenir d'où on vient, oui. Se souvenir d'où on vient, et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux profs, par exemple, quand elles enseignent quelque chose, ou je sais pas, des phrases ou des pensées qu'elles peuvent suggérer à leurs élèves qui sont dans ces cas-là, genre les élèves qui se comparent tout le temps, qui ont l'impression d'être nuls, etc. Parce que moi, par exemple, pour l'avoir vécu, ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui sont convaincus qu'elles sont nulles alors qu'elles ne le sont pas, mais soit. Et j'ai l'impression que j'avais beau leur dire qu'elles n'étaient pas nulles, regarde avant, etc., que mes paroles glissaient sur elles, quoi. Ah mais oui, parce que ça glisse dans beaucoup enfin, généralement, ça glisse et les petits mots de mais non, arrête, ça ne fonctionne pas. C'est comme dire à un toxicomane, c'est pas bien de prendre de la drogue. Ouais. C'est cool ce que tu dis, mais ça va pas m'aider dans l'idée. C'est pas très impactant. Mais quand même, de le faire remarquer, c'est important quand même. Moi, je sais que ça va me faire parler d'une théorie qui, moi, je trouve est très importante, c'est l'effet Golem et l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que c'est ? C'est des prophéties autoréalisatrices qu'on fait tous, mais qui ont été beaucoup étudiées et qui sont très intéressantes, sur le fait de répéter j'y arriverai jamais, je suis nulle, etc. Et bien en fait, au niveau probabilité, il y a beaucoup plus de chances du coup qu'on soit vraiment nul, enfin qu'on devienne en tout cas. Jamais. Et ça, il y a des études qui ont été faites en milieu scolaire, justement, par le milieu scolaire, c'est intéressant, où il y a eu même professeur sur 2 classes différentes, une classe où il répète aux élèves vous êtes capables, vous êtes les meilleurs, machin, vous allez réussir, etc. Les élèves ont tous très bien réussi. Et à côté, vous êtes nuls, de toute façon vous êtes des bons à rien, ça sert à rien ce que vous faites. Vous n'y arriverez jamais, ils n'y arrivaient pas. Comme quand on a peur de quelque chose et qu'au final on a plein de comportements qui du coup provoquent l'événement qui nous fait peur. Ah, mais c'est vraiment, ça se réalise, mais parce que à force de se le répéter, et le nombre, je pense que toi tu es comme moi, le nombre de personnes qui prennent la barre et disent mais de toute façon j'y arriverai pas. Ouais, bah là t'y crois pas pour la personne. Moi ça me rend dingue. Ouais, t'as envie de dire bah ça si tu pars comme ça, je peux t'assurer que ouais t'y arriveras pas. Et moi je leur dis un peu frontalement ah bah ça sert à rien, du coup tu peux lâcher la barre, tu peux repartir, ça t'y arriveras pas. C'est pas possible. Et il y a même une période où je vais passer pour la prof pas cool, mais je leur faisais faire des pompes. Je disais, ok, 10 pompes. Pour que tu comprennes en fait que c'est pas bien, non, en fait, ça marche pas comme ça. Et justement, je leur dis à chaque fois, donc ça, de toute façon, tu n'y arriveras pas sinon. Ou à part si tu décides de te dire, ok, je vais faire de mon mieux pour y arriver. Je vais essayer. Je vais faire de mon mieux pour y arriver. Mais ça part aussi d'un mode de pensée où déjà, moi, la notion d'échec, elle est enlevée de mon vocabulaire. Et
Et j'encourage tout le monde à enlever la notion d'échec de son vocabulaire. J'avais fait un stage chez Tonic et il y avait Lucie Berry qui disait c'est pas des échecs, c'est des essais. Mais oui, c'est des essais, c'est ça, c'est un apprentissage. Les échecs, ça n'existe pas en fait. C'est parce qu'il y a une fatalité, une finalité dans l'échec qu'il n'y a pas dans l'essai. Et puis on retombe dans le schéma réussir-rater, quoi. Exactement. En fait, on essaie et au mieux des cas, on y arrive. Au pire des cas, c'est pas grave. C'est grâce à ces essais qu'on va réussir. C'est ultra important d'avoir cette idée-là. Et de toute façon, maintenant, mes élèves, ils le savent. Ceux qui commencent à dire j'y arriverai jamais, un regard, ils me disent non, je vais essayer. Tu vas essayer. Et très souvent, là, ils y arrivent. Je dis mais voilà, c'est de la mentalité, c'est tout bête, mais le cerveau, il fonctionne comme ça. Et du coup, ça apprend. Parce que j'ai l'impression que moi, par exemple, je suis quelqu'un de très négatif. Donc, je vais toujours partir du principe que c'est pas parce que les autres arrivent à le faire que moi, je peux le faire. Ou je vais toujours partir du principe que si moi, je suis la loi de Murphy, s'il y a une chance que ça se passe mal, c'est sûr que ça va se passer mal. Mais c'est comme ça dans tous les aspects de ma vie. Est-ce que du coup, ça peut s'apprendre de changer de ce switch, ou est-ce que c'est en fonction des personnalités, que c'est comme ça? Est-ce que c'est une fatalité? Non, c'est surtout pas une fatalité. Et il y a effectivement des personnalités qui sont plus susceptibles que d'autres à avoir ces comportements-là et ces pensées-là, qui sont vraiment, ils n'y peuvent rien, c'est comme ça. Même au-delà de l'éducation, de tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont été justement très encouragés dans un sens positif, mais qui pour autant sont comme ça. Mais ça se travaille, c'est un mode de pensée à changer. Donc c'est compliqué parce que notre mode de pensée est intégré. Il est vraiment donc automatique. Il faut désapprendre un petit peu et juste voir le monde d'une autre façon. Et moi, c'est beaucoup ce que j'encourage dans mes suivis. C'est vraiment parfois par métaphore, vraiment. Moi, il y en a une qui me parle beaucoup, 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 qui m'a aidée personnellement. Moi, j'avais peur avant un peu qu'on m'écrase, en fait. Et j'utilisais ce terme, et j'ai beaucoup de personnes qui utilisent ce terme. Le fait de se sentir jugé par l'autre. Et en fait, j'ai peur que la réussite de l'autre m'écrase et me mette face à mon échec et tout. Et moi, quand on me dit le mot écraser, je le fais en mode premier degré. Je dis ok, pour pouvoir t'écraser, il faut que ce soit quelqu'un d'au-dessus de toi. Du coup, je parle d'un principe un peu comme dans Jacques et les haricots magiques. Il y a un géant et il y a soit quelqu'un d'une taille normale, soit en tout cas qui se voit comme inférieur. Et je dis ok, là c'est vrai, effectivement, cette personne, elle peut t'écraser. Si on essaie d'être rationnel là-dedans, est-ce que cette personne est vraiment plus grande que toi? Est-ce qu'elle est capable de t'écraser? Et en fait, les gens, au début, ils rigolent. Et après, je dis, non, mais je me pose une vraie question. Et si on essaie de réfléchir mentalement, comment tu pourrais visualiser la chose? Et moi, je sais que ça m'a aidée parce que je me suis dit, mais en fait, ça paraît bête, mais c'est des fois, on a besoin de... Je me dis, mais en fait, personne n'a le pouvoir de m'écraser, concrètement. Personne n'a ce pouvoir-là. Même moi-même, je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, en fait, ça enlève une pression, je trouve. Et c'est là qu'il y a un peu ce côté admiration. Je me dis juste, c'est un humain comme moi, je peux apprendre de lui. Et même envers moi-même. En fait, en plus de ça, moi, comme je disais, j'ai un peu envie de développer que les gens s'aiment, apprennent à s'aimer. Et si moi, je m'écrase moi-même, mais c'est terrible, je vais passer ma vie avec moi-même, en fait. C'est pas possible de me faire endurer ça, c'est pas possible. C'est quelque chose que je cautionne pas envers les autres, encore moins envers moi-même. Et donc, je leur dis, il faut apprendre à s'aimer, c'est dur, mais c'est possible. Sans être... parce que les gens, en fait, ont peur aussi du narcissisme. Oui. Parce que c'est très mal vu dans la société. Ouais. J'allais dire, en fait, c'est hyper difficile, je sais pas, de s'aimer, mais après, de dire qu'on s'aime, c'est vrai que dans la société, j'ai l'impression que c'est pas encouragé, quoi, c'est ça. Mais parce qu'en fait, on voit les choses aussi très... s'aimer, c'est être égoïste. Et en fait, c'est pas le cas. Moi, je m'aime. J'ai aucune honte à le dire, c'est quelque chose d'important pour moi. De toute façon, je suis ma priorité. Je l'ai toujours été, en tout cas depuis que j'en ai conscience. Ma priorité, c'est de me protéger et de prendre soin de moi. C'est normal, c'est ma stratégie de survie. Pour autant, je sais que je suis quelqu'un de très altruiste. De toute façon, c'est mon métier d'être avec les autres, de penser aux autres. J'ai besoin des autres. Et en fait, les deux sont totalement cohérents. Et en plus de ça, moi, je me suis questionnée sur le fait de comment je peux aider les autres si moi, je ne suis pas OK avec moi-même, en fait. Ouais. Plus je suis OK avec moi-même, plus je peux aider les autres et être bien avec les autres, quoi. Mais du coup, c'est clairement l'estime de soi, quoi, la valeur qu'on a de soi, qui au final, j'aime pas envie de dire détermine, mais en tout cas, si tu as une bonne estime de toi, tu es OK de te comparer avec les autres. Enfin, ils deviennent plus un c'est danger. pas négatif. Ils sont plus dangereux, en fait. Ouais. Et le but, c'est ça, c'est de ne plus voir la personne en face de soi comme dangereuse. Et en tout cas, ce qu'elle nous transmet, le sentiment qu'on arrive, il faut qu'il soit plus vu comme quelque chose de dangereux. Du coup, la racine, c'est l'estime de soi, quoi. Estime de soi.
Et ça se C'est travaille. une belle conclusion ou idée de prochaine vidéo aussi, l'estime de soi. C'est un de mes sujets, c'est un dada pour moi. Donc, Mais l'un sert l'autre. Et il y a beaucoup de chez moi où, par exemple, moi j'ai une faible estime de moi. Et du coup, je vais faire beaucoup de trucs pour me donner confiance. Par exemple, être entrepreneuse, faire de la compétition, tout ça m'a donné confiance, ça a nourri mon estime de moi. Mais c'est le château de cartes, parce que c'est juste parce que je fais. Je me donne confiance parce que je fais et pas parce que je suis, tu vois. c'est un pansement, enfin c'est quelque chose. Ouais. Et il faut travailler sur C'est les hyper profondeurs. intéressant, ouais. C'est vraiment les profondeurs. Et il y a un exercice, par exemple, qui. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais un suivi psychologique. Parce que les psychologues sont suivis par des psychologues, c'est très important pour continuer à bien aider les gens. Et ma psychologue m'a mise devant un miroir. En fait, j'étais assise comme là. Elle a mis un miroir face à moi. Et elle m'a dit, imaginez là, la jeune femme que vous voyez dans le miroir, elle est dans le bus, vous êtes en face d'elle, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Juste comme ça. Wow. J'ai pleuré. Et je me suis mis à pleurer, mais des sanglots de bébé. Parce qu'en fait, je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est En fait, c'est vraiment de faire un pas en arrière, de regarder ça. son parcours. De se regarder et de se dire, waouh. Et moi, en plus, ce qui m'a fait mal à ce moment-là, c'est que j'avais envie de lui faire des câlins, cette femme, à moi-même, de me dire, en fait, t'es forte, t'as traversé des choses difficiles. Regarde tout ce que tu as fait, et en même temps je vois encore ta fragilité, on va se battre, mais c'est des trucs qui font du bien, en fait on ne prend pas le temps de se le dire ça du tout. Ouais. Et oui, il y a des fois où je leur dis, à mes patients, regardez-vous dans le miroir, dites-vous des choses, c'est important. Ça pourrait être très encouragé en cours par exemple. J'ai une de mes profs qui fait ça, elle fait une ronde à chaque début et de fin de cours, et en début elle demande aux filles comment elles se sentent, ce qu'elles attendent du cours, si elles ont des blessures, etc. Et à la fin du cours elles font un petit bilan. Et genre ça, je pense que ça... c'est comme se mettre un miroir en face de soi à la fin du cours et regarder sur soi, sur ce qu'on ressent. Ouais. Du coup, ça pourrait être une super bonne façon un peu pour travailler sur l'estime de soi Mais oui, mais ça se travaille. Et sortir des intentions de l'entraînement. C'est un travail. Mais c'était super intéressant en tout cas, Mallory, merci beaucoup. Et j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui.